Merci beaucoup et bienvenue à cette consultation publique concernant l'examen indépendant des contrôles de routine. Mon nom est Kiko Ojo et je serai votre animatrice ce soir. Je vais nous faire démarrer. Encore une fois, merci encore de passer cette soirée avec nous. J'espère que vous avez eu l'opportunité de retrouver des gens dans la salle. C'est vraiment plaisant de voir une pièce remplie de gens plaisants et dynamiques. Merci encore d'être venus. Je veux aussi rendre hommage aux aînés qui sont dans la salle. Et s'il y a des jeunes aussi, je veux leur rendre hommage. Avant de présenter le juge Tulloch, il vous donnera un contexte un peu plus détaillé. Cela est pour vous expliquer que ceci est un examen indépendant au niveau des contrôles de routine et du règlement sur les contrôles de routine. Ceci veut dire que le juge Tulloch ne représente aucunement le gouvernement ou des services de police. Il n'a aucune affiliation avec eux. Donc, il entrera plus dans les détails plus tard. Après que M. Tulloch vous ait parlé, Daniel Daoudi, ma collègue, vous parlera au niveau de notre plateforme des médias sociaux et vous donnera des détails quant au déroulement de cette soirée. Vous aurez l'opportunité aux tables de parler des questions qui sont sur vos tables. Vous aurez assez de temps, je reviendrai et nous passerons de table en table pour faire un rapport à la salle au complet. C'est un petit peu comme cela que l'on envisionne la soirée. Et sans plus attendre, je vais demander au juge Tulloch de venir vous accueillir. Merci. Je veux vous remercier, Kike, pour votre présentation. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci à tous d'être venus ce soir. Comme vous l'avez entendu dire, mon nom est Michael Tulloch. Je suis un juge à la Cour d'appel de l'Ontario. Je suis ici au titre d'examinateur indépendant du règlement qui réglemente les contrôles de routine. Donc, avant de commencer, je voudrais reconnaître que le territoire sur lequel nous sommes rassemblés est le territoire traditionnel d'un certain nombre de Premières Nations qui inclut les Anishinabek, les Haudenosaunee, les Iroquois, les Attuan, les Duron, ainsi que les peuples Wendat. Ces territoires sont aussi soumis au traité du Haut-Canada. Et ce soir, leur droit, ça fait partie aux Premières Nations Chippewa, Delaware et les Nations unies de Thames. Je reconnais aussi et rends hommage aux contributions des Métis et des peuples Inuits et d'autres peuples indigènes qui nous ont permis de façonner et de renforcer cette communauté et de faire le pays que nous avons aujourd'hui. En rendant hommage et en reconnaissant ce territoire traditionnel, nous reconnaissons et respectons les premiers peuples de ce pays. Pour moi, il est essentiel que nous faisions ces reconnaissances publiques grâce à leur présence et leur contribution tant dans le passé qu'au présent. Cependant, nous devons aussi reconnaître qu'en reconnaissant ces territoires et seulement les balbutiements pour aller de l'avant avec la réconciliation. Je suis ici ce soir, comme je vous l'ai dit plus tôt, dans ma qualité d'examinateur indépendant de ce nouveau règlement qui a été adopté par le gouvernement de l'Ontario en 2016. Il a été mis en place afin de réguler les pratiques policières des contrôles de routine et une pratique qui est plus précisément connue en tant que fichage. L'intention de ce règlement est de limiter ou de bannir les actions arbitraires de certains officiers de police quant à leur interaction avec certains membres du public dans le seul objectif de récolter des renseignements identificatoires. Je suis un examinateur indépendant, ce qui veut dire que je suis complètement indépendant par rapport au gouvernement et indépendant par rapport aux services de police. Comme dit, le gouvernement de l'Ontario m'a demandé de diriger cet examen indépendant et c'était au mois de juin 2017.
À ce titre d'examinateur, je vais revoir le contenu du règlement afin de m'assurer qu'il prenne en compte le but essentiel de s'assurer des interactions policières qui soient sans préjugés, ainsi que le fait que les interactions entre le public et la police soient cohérentes et soient effectuées d'une façon qui promeut la confiance du public et qui, en même temps, respecte les droits individuels ainsi que les libertés civiles. Je vais aussi examiner le règlement afin de déterminer si oui ou non les services de police, les chefs ainsi que les commissions des services de police se conforment aux dispositions du règlement. Je vais réaliser un examen vraiment complet de ce règlement. Et pour ce faire, j'ai rassemblé une équipe d'experts. Certains d'entre eux sont ici parmi nous et vous les verrez avec des badges alors que vous participez au processus de ce soir. Depuis le mois de septembre, nous nous sommes impliqués dans un processus de consultation très complet dans toute la province et nous avons maintenant entrepris dans la dernière série de consultations qui sont des consultations publiques. La consultation de ce soir à London est la 10e. Et nous avons encore 2 consultations la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous serons à Ottawa et Sudbury. Et ensuite, nous aurons terminé avec la phase des consultations publiques pour ce règlement. Cet examen, pardon. J'ai l'intention de puiser dans ce que j'aurai appris lors de ces consultations pour rédiger un rapport avec des recommandations par rapport au règlement. Ce rapport sera remis au gouvernement le 30 novembre 2018. Il sera rendu public au plus tard, un peu après, mais de toute façon avant le 1er janvier 2019. Pour vous donner une idée du contexte, l'intention du règlement est de régir les interactions entre la police et le public. C'est l'intention générale. Plus particulièrement lorsque la police tente d'obtenir des informations d'identification, des renseignements identificatoires d'une personne, lorsqu'il y a des lois statutaires comme le Code de la route ou la loi sur les intrusions interdites et que la personne ne sente pas une intrusion. Pour déterminer un petit peu cela dans une situation alors que vous êtes arrêté par un agent dans une situation soumise au code de la route et que la police vous arrête en fonction de cette loi, vous êtes obligé de fournir vos renseignements identificatoires. Et nous sommes tous soumis à cette règle parce que c'est la loi de l'Ontario. De façon similaire, si vous êtes sur la propriété de quelqu'un et que vous n'avez pas leur permission d'être sur place, la loi sur les intrusions entre en jeu et cela vous oblige à ce moment-là, si la police vous demande vos papiers, cela vous oblige à leur fournir. Ce n'est pas ce dont on parle avec le règlement. Le règlement parle de situations où des individus vivent leur vie d'une façon légale, ne font rien de spécial, mais la police veut savoir qui ils sont, qu'il y a peut-être des circonstances un petit peu suspectes qui leur fait se poser des questions. Mais à ce moment-là, le règlement entre en jeu et la police doit se conformer avec les dispositions du règlement. Maintenant, le règlement définit ce qu'un agent doit faire lorsqu'il demande vos papiers. Le règlement et l'intention du règlement n'est pas pour empêcher la police de parler avec le public ou l'inverse. Je pense que nous pouvons tous tomber d'accord qu'il y a des situations dans lesquelles vous voulez que la public et le police parlent entre eux. Donc, ce n'est pas pour empêcher les policiers de parler aux membres du public. Mais c'est l'intention d'arrêter, d'empêcher les interactions arbitraires entre la police et le public où les gens ont l'impression d'être
accusés ou d'être identifiés d'une certaine façon qui viole leurs droits personnels. L'intention du règlement est pour empêcher la police de récolter de façon aléatoire et arbitraire des informations par rapport avec les gens avec qui ils parlent. Le règlement fournit aussi des lignes directrices quant au stockage de l'information et il oblige aussi à des formations obligatoires pour les policiers afin qu'ils connaissent bien les règlements. Il considère aussi les règlements, les procédures pour les services de police ainsi que pour les commissions des services de police ainsi que les exigences de rapport public par la police. En gardant tout ceci à l'esprit, je voudrais vous remercier encore une fois d'être venu ce soir pour avoir cette conversation avec nous. Je peux vous assurer qu'à la fin de ce processus, quels qu'aient été vos commentaires et vos recommandations, je vais vraiment les prendre toutes en considération dans le rapport final que nous écrirons. Donc encore merci. Bonsoir à tous. Hello everybody. Annonce avant qu'on commence. Si vous voulez écouter en français, on a un service d'interprétation. Alors, veuillez vous munir des écouteurs à l'arrière de la salle, à côté de notre interprète violin. So welcome, folks. Donc, bienvenue à tous. C'était une annonce assez rapide pour vous faire savoir que si vous souhaitez écouter les commentaires de cette soirée en français, il y a des écouteurs à l'arrière de la salle. Donc, je vais revoir avec vous le déroulement de ce soir, vous donner un petit peu des points logistiques et ensuite nous démarrons. Donc, comme le juge Tulloch l'a mentionné, nous avons parcouru la province et nous aurons 12 réunions ce soir et la 10e consultation et ça a été vraiment un processus qui nous a amené plein d'informations. Au niveau des consultations avec le public, il y a aussi un sondage. Si vous allez sur notre site web www.streetchecksreview.ca, je vous suggère d'écrire ce sondage. Je vous encourage à le faire parce que c'est une façon pour nous de récolter des données que nous analyserons. Le but de ces consultations publiques est d'entendre ce que le public vous a à dire. Nous voulons entendre ce qu'étaient vos expériences, quelles sont vos recommandations pour améliorer le règlement, quels ont été les effets ou les impacts sur vous-même ou sur des membres de la collectivité. Donc vous verrez qu'il y a de nombreux documents sur votre table et nous vous demanderons de travailler à partir de ces papiers afin de répondre à certaines des questions, ce qui nous permettra d'avoir une meilleure compréhension au niveau du sentiment du public. Une petite clause de non-responsabilité, nous ne pouvons résoudre des cas individuels. Donc si vous avez une histoire à raconter ou votre propre expérience, nous voudrions vraiment l'entendre parce que cela nous aide à avoir des informations dans notre rapport et pour que nous puissions formuler nos recommandations. Mais nous ne pouvons résoudre les cas individuels. Il y a des mécanismes pour vous pour le faire, mais nous ne sommes pas l'organisme capable de le faire. Donc, pour l'ordre du jour de ce soir, cette introduction de quelques minutes et ensuite nous passerons aux discussions à table. Comme dit plus tôt, il y a un guide de participation sur la table associé à une liste de questions. On vous demandera de parcourir ces questions. Vous avez des blocs de papier, des stylos. Et nous voudrions que vous nommiez quelqu'un à votre table qui prenne les notes pour prendre note de tout ce que vous dites. On fera ça pendant 45 minutes ou 1 heure. Ensuite, nous ferons un rapport. On demandera à chaque personne d'exprimer les perspectives et ce dont votre table a parlé. Le juge Tulloch va prendre aussi des notes par rapport à vos dires et ma collègue Kiko sera l'animatrice. Afin que vous sachiez, nous sommes sur les médias sociaux, nous faisons des gazouillis sous le dièse Street Checks. Donc,
n'hésitez pas à afficher ou même à suivre le signe dièse pour voir ce que nous disons. Vous pourrez voir que nous sommes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Quant à Facebook, la diffusion est directe sur Facebook. Le caméraman est à l'arrière ici, il filme. Si vous ne voulez pas être pris par le champ de la caméra, donc montrez votre dos à la caméra afin que vous ne soyez pas pris sur film. Si vous voyez moi-même ou un de mes collègues prendre des photos, c'est pour nos comptes des médias sociaux. Donc si vous vous demandez pourquoi quelqu'un vous prend votre photo et que vous ne voulez pas qu'on prenne une photo, faites-le nous savoir et on les retirera immédiatement. Si vous voulez voir où sont les photos, vous pouvez aller sur n'importe quel de nos comptes sur les médias sociaux. Encore une fois, notre site web, streetchecksreview.ca, vous pourrez obtenir toutes les informations quant aux consultations, le processus, savoir où nous serons ensuite. S'il y a aussi quelque chose que vous voudriez partager avec nous et que vous n'avez pas eu l'opportunité de le faire ce soir, que dans quelques semaines vous voudriez le faire, vous pouvez toujours nous faire parvenir un courriel à info@streetchecksreview.ca. Nous acceptons des courriels jusqu'au 31 mai. Donc vous avez encore du temps si vous voulez réfléchir à cette soirée et à ce que vous voulez partager avec nous. Et c'est tout. On vient de me dire qu'on va aller jusqu'à 19h30. Il y a encore beaucoup à manger, donc si vous voulez vous servir, il y a des desserts également. N'hésitez pas à vous servir. Merci beaucoup. Bonjour à tous, si vous vouliez bien prendre vos places. Oui, où est Dave? Ah, il est là, Dave. Dave, est-ce que vous avez un micro? D'accord. Bon. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Comme on peut le sentir par l'énergie dans la salle, les conversations étaient plutôt énergiques et dynamiques, et c'est ce que nous voulons. La chose est que nous pouvons seulement savoir ce que vous nous dites. Comme vous l'a dit le juge Tulloch, c'est notre 10e rencontre au niveau des consultations publiques. Le juge Tulloch et différents membres de l'équipe ont eu des réunions supplémentaires par rapport à ces consultations. On a eu d'autres réunions avec les services de police. On a eu des réunions avec des associations des jeunes. On a eu un caucus avec les autochtones. Donc, le juge Tulloch a vraiment passé beaucoup de temps pour impliquer la collectivité. Donc, je voudrais vous dire que c'est votre opportunité qu'il vous entende et qu'il sache ce que vous pensez. Donc, il vous faut nous le dire. Donc, comment est-ce que l'on va procéder? Comme il y a tant de personnes, chaque table aura 3 ou 4 minutes. D'habitude, je donne une carte jaune. Je dis carte jaune, donc c'est-à-dire que vous devez penser à terminer. Pensez à vraiment mettre en exergue les choses qui n'ont pas été énoncées. Quoi d'autre? Respectez le fait que certaines personnes ont la parole et que ce ne soit pas vous à ce moment-là. Donc, mon ami Dave va passer de table en table avec le micro et ce sera le moment pour votre table de parler. Et j'espère que vous avez choisi un orateur. Je vois que tout le monde se regarde aux tables pour savoir qui va parler. David a sélectionné la table numéro 1. Qu'est-ce que vous faites? Vous tirez à la courte paille ou quoi? Bon. Alors, on a sélectionné une table. Si je pouvais requérir votre attention alors qu'une seule personne parle, cela nous aide ici. Vous avez la parole. Nous parlions en fait il y a seulement 1 minute par rapport au comportement des agents de police. C'est ce que je suggère. Et que bien que les agents soient formés pour demeurer neutres et compassionnés, il est souvent très difficile d'arriver à savoir par eux-mêmes ce qu'ils voudraient qu'il se passe et comment ils perçoivent la société.
Le fait est qu'il est important que chaque individu ait un sentiment de neutre par rapport aux agents. Nous ne devrions pas avoir des idées préconçues qu'ils sont tous pas compatibles avec leur fonction, en fait, et pas compatibles avec la société. On devrait les considérer comme des êtres humains. Ils ont un travail à faire. Et nous devrions avoir du respect pour ces agents, qu'ils soient en service ou pas, et au sein de la société. Ce que je veux dire, c'est Nelson Mandela qui disait si vous voulez voir du changement, vous devez commencer à être vous-même ce changement. On dirait que c'est un petit peu un conte de fées, mais c'est un pas en avant pour nous afin de nous adapter à une neutralité de la pensée et afin de pouvoir donner le bénéfice du doute à ces agents. Vous avez plus de temps, donc il y a plus de personnes. S'il y a plus de personnes à votre table qui ont un mot à dire, ça va. Donc à notre table, quelqu'un a dit que le nombre de situations au niveau du fichage ont vraiment diminué. Donc la question que certains d'entre nous avaient, c'est qu'on était assez impressionnés par ces chiffres, mais qu'est-ce que cela veut dire en vrai? Donc, le souci est-ce que cela veut dire qu'ils ne peuvent pas le faire, que le comportement et les croyances qui les ont motivés à l'origine ont été le moteur du changement? Donc, j'ai vraiment eu du mal avec cela, parce que je sais ce que les chiffres statistiques peuvent faire. C'est seulement un petit peu comme du décorum. Je voudrais seulement insister sur un point dont M. Tulloch a parlé tout à l'heure, et c'est dans vos documents. Donc, les moments au niveau du fichage, c'est quand vos papiers d'identité sont requis, votre nom, etc. Au niveau des autres interactions policières, à partir du moment où cela est mis de côté, ces interactions avec la police ne comptent pas en tant que fichage. Donc, c'est vraiment la distinction. Voilà un des points que je souhaitais soulever. C'est quelle formation? Une autre question que nous avions, c'est on pensait à différentes attentes au niveau de l'attente policière. Quelles sont les formations qui sont mises en place? On a vu qu'il y a vraiment une diminution significative. Et comment cela se fait-il? Une autre table, pardon, je n'étais pas sûre de voir quelle main. Une autre table, voilà, ils sont prêts. Merci. À notre table, nous avons parlé beaucoup de la logistique au niveau du stockage des données, donc je voudrais mettre en exergue certains des points que nous avons soulevés. En tant que groupe, nous ne savions pas exactement ce qu'on faisait de l'utilisation de ces données rassemblées pendant les interpellations. Est-ce que cela apparaîtrait dans des cas futurs où quelqu'un doit être soumis à un procès, que cela ferait partie de leur casier criminel? Donc, on voudrait avoir un petit peu des précisions par rapport à cela. Au niveau de la question 17, c'est est-ce que les services de police devraient stocker cette information et pour combien de temps? Encore une fois, on voudrait avoir plus de précisions par rapport à cela, par rapport au stockage des informations. Est-ce que la façon dont on conserve ces datas est vraiment sécuritaire? On n'était pas tous d'accord à la table quant à la longueur de la conservation de ces données. On pensait que 5 ans, c'était peut-être une durée suffisante, parce que c'est après cette donnée qu'on peut exiger d'avoir notre casier judiciaire vierge. Et d'autres personnes pensaient que c'était vraiment trop long et que ces données qui sont rassemblées au niveau du fichage, si un individu a un sale comportement, on pense que des personnes à notre table pensaient que ces données devraient être conservées pour un maximum de 2 ans.
Plus loin, la question 19, quelles sont les informations qui devraient être incluses dans les rapports faits au public? On a quelques points. On voulait savoir un petit peu le raisonnement des policiers qui font cela. Quelles sont les raisons de l'interpellation? Nous voulions en savoir un petit peu plus au niveau des données démographiques. Est-ce que les données démographiques sont écrites dans ce rapport? Nous voudrions savoir avec précision, est-ce que cela inclut le statut socio-économique, la race, l'ethnie, l'endroit où ils ont été arrêtés, l'endroit où la personne vit? Autre chose que nous voulions clarifier est si l'interpellation a été suivie d'autres actions. Si par exemple un individu qui est interpellé plus tard et s'il y a une enquête ou s'il y a des chefs d'accusation contre eux-mêmes, nous pensions que cela serait assez intéressant parce que cela montrerait que s'il y avait quelques bénéfices aux interpellations, au fichage. S'il y avait de nombreux fichages et que chacun d'entre eux termine par une enquête et qu'il y ait des accusations légitimes, donc il y aurait des implications différentes par rapport au fait que la personne ne serait pas accusée de quoi que ce soit. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Juste pour rebondir sur ce qu'il a dit, nous avons également parlé du type de données qui sont conservées. Donc, par exemple, si on est en désaccord avec un officier, est-ce que cela va être conservé ou est-ce que cela aura fait avec d'autres cas? Par exemple, si on répond, donc on pense que cela ne devrait pas être dans notre casier judiciaire pour 5 ans. Merci. Merci. Bon. En gros, nous avons établi nos points en fonction de notre classe. Bon, en gros, à notre table, ce qu'on a dit, c'est que le règlement est un bon point de départ, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. On a trouvé qu'il y avait un racisme systémique dans les forces de police. Il y avait 18 000 fichages en 2014 et maintenant, en 2017, il y en a eu seulement 10. Donc, évidemment, il y a une amélioration. Autre chose qu'on voudrait voir, c'est une meilleure éducation des citoyens. Donc, nous n'aurions pas été au courant si nous n'avions pas suivi notre cours. Donc, ce serait bien que plus de personnes soient informées. Un autre point, c'est-à-dire les modifications au niveau des services de police. Je sais que c'est difficile à faire, mais c'est quelque chose que l'on doit faire, c'est qu'ils soient tenus responsables et punis. Parce que l'on pense que les agents de police savent au niveau du racisme systémique, mais qu'ils subissent le code du silence. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Un autre point au niveau du rapport annuel, on a pensé que l'âge, le sexe, la race et que le lieu démographique du crime devrait être inclus. Et en dernier lieu, notre table voudrait dire une citation, c'est que les statistiques d'il y a quelques années que les minorités visibles subissent plus de fichage et même s'il y a un décroissement important après la mise en place de règlements. Il y a vraiment un racisme systémique au sein des forces de police. Que ce racisme systématique ne devrait pas être au service de police et donc que le fichage est un reflet de ce racisme systémique. Je voudrais commencer en disant que nous avions 3 personnes supplémentaires ici, mais je pense qu'on leur a fait peur. Donc, on peut dire ce qu'on veut maintenant. Tout d'abord, je commencerai en disant que aucun d'entre nous n'a été affecté par des fichages ou des contrôles de routine. Donc, on parle de gens qui n'ont pas été vraiment impactés dans l'année précédente. Quelque chose, c'est que nous sommes au milieu d'un processus et que l'on doit réaliser que cela est un processus et qu'il va falloir du temps pour arriver à un changement. Quelque chose dont on a parlé, c'est qu'est-ce qui se passera ensuite lors de ce
parcours. On parlait beaucoup de la communication et des relations entre les membres de la police et la collectivité qu'ils desservent. On a soulevé certains points que très souvent on entend seulement parler des mauvais incidents au niveau des rencontres. On entend parler dans les nouvelles et c'est ce à quoi on s'accroche. Mais on n'entend pas parler des autres 98% des rencontres. Si la police pouvait faire quelque chose, parce qu'on n'a pas d'informations à ce niveau-là. Donc, peut-être que ça ne ferait pas vraiment les manchettes ou les nouvelles de 6 heures si on parle des bonnes interactions entre la police. Mais un des membres de notre table, qui était un membre de l'aide sociale, disait que certains membres de la communauté devraient parler aussi des bonnes interactions entre la police et eux-mêmes afin que nous puissions briser ces barrières et afin que les citoyens ne pensent pas que ce soit une altercation systématique quand ils ont une relation avec la police. On a parlé aussi au niveau de la formation. Je suis à la commission des services de police à London. J'ai participé à la formation obligatoire qui a été élaborée. Pour moi, c'est vraiment un des bénéfices importants. La plupart du temps, on a parlé de l'antiracisme, comment avoir des communications positives, comment faire, reconnaître les préjugés. Je pense que c'était vraiment positif. Mais dans chaque collectivité, Ottawa, Thunder Bay, London, je pense qu'ils ont chacun leurs besoins par rapport à la formation des services de police et que chaque communauté devrait avoir des formations qui soient vraiment adaptées aux besoins spécifiques de la communauté. Je pense que c'était tout ce qu'on avait à ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit. Donc, tu veux passer par ici, Dave? Je vais aller à l'avant, d'accord. Merci. Donc, notre groupe a parlé de toutes les questions. On a un petit peu parlé de tout ce qui a déjà été dit. On a vraiment parlé de savoir l'importance pour la collectivité de ce qui se passe et l'importance de la relation entre les citoyens et la police. Donc, on a parlé des formations pour la police et l'importance qu'ils aient un langage approprié pour communiquer avec les citoyens. Nous avons parlé de la perception des citoyens au sujet de l'idée des contrôles de routine. À notre table, on ne connaissait pas beaucoup seulement par rapport à ce qu'on a appris en cours. On n'a pas eu vraiment d'expérience avec ce fichage. Donc, on se fonde sur nos perceptions et sur la vision du public. Donc, ça fait un petit peu peur. On pense que la police devrait avoir des formations supplémentaires, s'assurer d'avoir une bonne communication et d'ouvrir un vrai dialogue entre les membres de la police et les membres de la communauté. On a aussi parlé des jeunes, des minorités raciales et d'autres minorités dans la collectivité. Les jeunes devraient être informés sur leurs droits. Nous pensons que peu de citoyens connaissent vraiment leurs droits. Et il serait vraiment positif pour les jeunes d'avoir une éducation, surtout pour les jeunes et les minorités racialisées, afin qu'ils sachent quoi faire quand ils ont une rencontre avec un membre de la police. Donc, on parlait au niveau de sessions d'information et combien cela devrait être apporté aux collectivités qui ont vraiment besoin de ces informations. La grande majorité de notre table nous sommes des personnes blanches. Nous pensons que pour nombre d'entre nous, ce ne sera pas une issue. Donc, c'est peut-être pas aussi important pour nous d'avoir cette information par rapport à d'autres collectivités, d'autres minorités et autres groupes. Nous avons parlé de la collecte des données et de savoir combien on devrait conserver ces données. On a parlé d'une limitation. S'il y a des raisons pour lesquelles quelqu'un est interrogé, si c'est par rapport à un crime, par exemple, donc les données devraient être conservées aussi longtemps que nécessaire pour que quelqu'un puisse être accusé ou impliqué avec quelque chose. Mais en dehors de cela, c'était vraiment une question difficile pour nous. On a parlé au niveau des bénéfices de tout cela et nous n'étions pas vraiment sûrs qu'il y ait des bénéfices. Parce que si un agent juste approche quelqu'un ou qu'il les harcèle, quelles sont les raisons pour lesquelles vous auriez à parler à quelqu'un? Ce serait plutôt intéressant d'explorer ou d'être informé
quant aux informations que la police a vraiment besoin d'avoir sur nous. Donc nous sommes assez préoccupés, nous nous sommes concentrés sur les effets sur la collectivité. Il serait vraiment important pour les membres des services de la police d'avoir une meilleure approche avec la collectivité et d'avoir un meilleur dialogue. Merci, Dave. Dave, par ici. Bonsoir, Votre Honneur et mes amis qui sont les invités ici. Ce n'est pas vraiment un grand plaisir d'être ici, mais je vais un petit peu faire le canari et le cerveau par rapport au fichage. On a le avant, le pendant et après. Donc ce dont je voulais parler maintenant, c'est ce qui se passe ensuite. Pour les services de police de la ville de London, ils proposent d'avoir un système en place. C'est-à-dire, si vous êtes fiché, que vous voulez savoir pourquoi, il faut faire une demande de liberté d'information. Pardon, je ne voulais pas dire c'était la police de London, mais ça, c'est un document censuré. Voici ce qui se passe quand on vous demande, vous faites une demande d'information et que les services de police sont des gardiens de Cerbère et décident qu'ils ne veulent pas vous donner cette information. Donc, voici une des préoccupations que nous avons par rapport au pouvoir que nous donnons aux services de police et aux moyens discrétionnaires qu'ils prennent pour décider de savoir les informations que vous pouvez recevoir ou non quand vous avez été fiché. Si qui que ce soit voudrait voir cela après la présentation, je serais ravi de rester et de vous en parler plus avant. Est-ce qu'il y a plus à dire? Est-ce qu'il y a plus de commentaires à votre table? Non? Merci beaucoup, Dave. Dave, où est-ce que vous êtes? Merci, Dave. On n'a même pas parcouru toutes les questions, on n'a pas eu le temps, mais je voudrais mettre en avant quelques des points majeurs par rapport aux thèmes principaux dont on a parlé. Le plus important était que on se demandait s'il y avait vraiment des bénéfices par rapport à ces interactions. Certaines personnes à notre table disaient qu'ils ne sont pas convaincus que ces données soient ici pour dire si c'était des ressources vraiment importantes pour les services de police. Un autre thème qui n'a pas encore été mentionné, c'est l'importance de la responsabilité qui soit sur la personne qui porte un uniforme et qui a un revolver afin de créer un climat favorable plutôt que de s'attendre à mettre la responsabilité sur la personne qui est interpellée, qui doit invoquer ses droits et qui tente de développer un rapport positif. Je pense que le fardeau, la responsabilité devrait être donc, comme on dit, c'est d'avoir des meilleures manières au lit pour parler d'une façon familière. Je pense que de façon unanime presque, c'est d'avoir des raisons écrites pour l'interpellation, qui soient écrites et non seulement dites. Je pense que tout le monde serait d'accord avec cela. Et cet homme a vraiment soulevé un point intéressant. Moi aussi, je suis à la commission des services de police avec Janet, donc je vais le rapporter aussi à la commission. Donc, je vous encourage à qui que ce soit qui a des rétroactions à dire pour la commission. Donc, je vais m'arrêter. Il y a vraiment des services qui sont à la commission et je voudrais savoir je voudrais informer que les personnes qui veulent faire partie de ce processus, qu'il y a un moyen. On est vraiment préoccupé au niveau du règlement qui est assez vague au niveau des interpellations. Dans quelles instances ils ont le droit de le faire, quand le règlement s'applique ou ne s'applique pas. Et qu'aussi, on a l'impression qu'il y a de nombreux pièges, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que si vous ne demandez pas des informations identificatoires, vous n'avez pas besoin d'enregistrer cette interpellation. Donc, une autre idée, c'était que quelle que soit l'interaction, le policier soit obligé de remettre leur carte d'affaires afin que la personne sache à qui parler s'ils se font du souci. Plus tôt,
Quelqu'un a mentionné qu'il y a eu un amoindrissement du fichage à London. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'interpellent pas les gens seulement pour parler. Donc on voudrait savoir que les gens, c'est-à-dire si quelqu'un vous appelle, qu'ils ne demandent pas votre carte d'identité, qu'ils veulent vous parler, vous n'avez pas besoin de leur parler non plus. Merci, merci. Merci. Donc, on est passé par les questions une à une. Au niveau des questions générales au sujet du fichage, c'est est-ce que vous en avez entendu parler? La plupart d'entre nous en avions entendu parler, d'autres ne savaient pas ce dont il s'agit, ni même que cela existait. Au niveau de la signification et pour nous-mêmes, on a l'impression qu'ils ciblent certaines populations, qu'ils cherchent des éléments criminels et qu'ils violent nos droits constitutionnels, qu'ils oppriment les gens, qu'ils le font de façon aléatoire sans raison précise pour l'interpellation et que c'est en fait une tactique policière qui serait vraiment importante pour la collecte des renseignements. La question numéro 4 qui parle de l'information des membres du public, il est vraiment clair que l'on n'est pas assez informé par rapport au règlement. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire que cette information soit plus disponible? On vous recommanderait d'aller parler directement aux collectivités comme le London Multicultural Health Center, qu'ils aillent là-bas pour connecter avec les gens et pour les informer de leurs droits, de parler avec des partisans, des militants qui soutiennent les personnes qui ont un faible revenu. Et on a eu aussi des commentaires vraiment positifs au niveau des services policiers qui ont vraiment une présence médiatique importante. Ceci dit, nous avons aussi besoin de personnes qui aient des interactions et des rapports face à face et des conversations avec des groupes, des aînés, des jeunes, des nouveaux arrivants. Et encore une fois, de partager l'information d'une façon plus ouverte et plus accessible par rapport aux interpellations de la police. La question est que est-ce que vous pensez qu'il y a un bénéfice au niveau du carding? Encore une fois, c'était oui ou non. Bien sûr, il y a des potentialités de criminalité. On pense que c'est un processus faisable, mais je pense que c'est vraiment plein de défis. On s'est demandé aussi si les policiers avaient le droit d'arrêter les gens. L'écho général était oui. La policier doivent, oui, sortir de leur voiture et d'être les initiateurs du contact. Mais la façon dont ils nous approchent, c'est un gros morceau. Pour répondre à la question 8, c'est si vous avez été interpellé par la police dans l'année écoulée. Il y a une personne à notre table qui a partagé leur expérience. Au niveau de oui, ils attendaient le bus et on leur a dit « Allez, viens ici » en faisant ce genre de geste. Les officiers de police étaient dans la voiture, la personne les a approchés, on leur a demandé leurs documents d'identité. L'individu a dit « Pourquoi est-ce que j'ai besoin de vous fournir cela ?» et qu'il y avait une intimidation vraiment insistante en disant « On a besoin de voir vos papiers maintenant ». Une fois qu'il a fourni sa pièce d'identité, on lui a dit « Ok, c'est bon, c'est pas toi ». Et puis ensuite, c'est « Qu'est-ce que vous cherchiez ?» Le commentaire des policiers était qu'il y a eu un vol par une personne qui portait une chemise rouge. Et cette personne-là était le suspect. Et l'individu dont on parle attendait tout simplement le bus. C'était un petit peu
De la merde, c'est tout ce que je peux dire. Et quand on lui a demandé quelle était la raison de l'interpellation, sa réponse était simplement certainement à cause de la couleur de ma peau. On ne l'a pas informé pourquoi il avait été interpellé, il a été informé seulement après. On lui a demandé de donner ses papiers d'identité sans indiquer aucunement qu'il n'était pas obligé de le faire et on ne lui a pas remis non plus un reçu ensuite. Donc, certainement, les chiffres ne sont pas aussi élevés que c'était en 2014, mais cela ne veut pas dire que ces interactions n'ont pas lieu. Pour parler du reçu, on pense que c'est une nécessité absolue ou alors pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Pardon, carton jaune. Donc la question au niveau de l'approche est essentielle, d'être proactif. Ça, c'est un message pour les services de police. Soyez vraiment proactifs, pensez aux services clients, identifiez-vous, que leur attitude est vraiment d'extrême importance. Le reçu et le langage utilisé devraient être aussi simples que possible. Et au niveau de la formation, ce serait vraiment important d'avoir une formation sur le changement de l'attitude. Par rapport à la question numéro 15, c'est mon dernier point. Surtout parce qu'on parle ici de la collecte des données. Donc la réponse à la table, c'était l'utilisation de ces données, de les conserver peut-être pour une durée de 3 ans. Parce qu'on parle au niveau de la traite des hommes, des drogues. Donc, dans ces cas-là, on veut conserver les données, mais après cela, les informations doivent être effacées. On avait une autre question au niveau des données démographiques. Qui définit la race et l'ethnicité d'une personne? Parce qu'encore une fois, quiconque qui marche dans la rue peut le prendre de façon très personnelle et avoir une perception vraiment très subjective de l'agent. Merci. Nous y sommes arrivés. Donc, en mon nom et au nom de mon équipe, merci pour une soirée vraiment très impliquée. Nous sommes ravis de vos conversations. Vos commentaires ont été vraiment très bonnes. Monsieur Tulloch a pris des notes. L'équipe aussi a été très attentif. On a aussi enregistré la rencontre pour faire cet examen par Monsieur le juge Tulloch. Donc, encore une fois, merci. Et j'invite Monsieur Tulloch pour vous dire les derniers mots. Encore une fois, je voudrais vous remercier, chacun d'entre vous. Je vois beaucoup d'étudiants de l'Université de Western Ontario. On apprécie beaucoup votre présence et je veux complimenter votre professeur qui a insisté que vous veniez pour vous impliquer dans cette conversation. Je pense que c'est d'une importance critique. C'est une conversation essentielle et votre voix doit être entendue. Comme je l'ai dit dès le départ, c'est ce que j'entends dans ce genre de réunion qui sera reflété dans le rapport final que je vais élaborer. Donc vos voix, vos opinions, vos pensées, je pense votre délicatesse aussi est vraiment invaluable pour nous. Et je voudrais remercier chacun d'entre vous et insister sur ce qu'a dit Kiko pour votre participation dans ce processus. Je pense que c'est vraiment critique parce que London est vraiment une ville très importante, non seulement en Ontario, mais au Canada. Vous avez représenté votre ville vraiment bien en venant ici et en vous impliquant et en étant des citoyens responsables et en amenant sur la table des points perspicaces. Ce n'est pas une question blanc ou noir. Il y a vraiment des points complexes sur cette question et vos commentaires ont reflété cela. Donc encore une fois, je voudrais remercier chacun d'entre vous et je suis impatient d'avoir un dialogue en continu par rapport à cette question. Et en finale, j'espère que lorsque le rapport sera rédigé, vous le lirez tous
et que vous continuerez à être impliqué dans votre communauté et par rapport à ces questions. Merci encore.